Bienvenue sur Actioner pour ce 15e épisode. Après avoir statué sur le meilleur actionneur de Keanu Reeves, nous allons nous frotter cette fois-ci à Indiana Jones. Donc comme pour la dernière fois, nous avions fait l'affrontement entre plusieurs films. Là, il va y avoir 4 films, donc il va y avoir 4 candidats, des champions, tous, autant qu'ils sont. Sauf 2, parce qu'ils sont nuls. Quelqu'un a préparé son stuff. Et donc là, j'ai commencé déjà par Manu. Salut Manu. Salut, ça va ? Ça va. Tu vas présenter quel film ? J'ai présenté Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Ok. Le premier de la saga. Ok, donc après, ça sera Salut César. Donc il y a César. Hello à tous, salut David. Et donc toi, tu as présenté quel film ? Moi, je vais présenter le meilleur épisode, à savoir Le Temple Maudit. Donc il va y avoir Thibaut. Bonsoir. C'est toi qui présente le meilleur film normalement ? Ouais, c'est ça. C'est... Attends, comment ça s'appelle ? Ah ouais, La Dernière Croisade, c'est ça. Et donc il y a Steven aussi. Qui présente le meilleur film de loin. de la série. Loin. Par contre, j'ai oublié le nom en français. Je vais essayer de le faire au mot à mot. Je pense que c'est pas très loin. C'est Indiana Jones, c'est le royaume du crâne de cristal. Ouais, c'est ça. Non, c'est Royaume du crâne de plomb en français. Ils ont été très bons. Et donc pour juger tout ça, il va y avoir moi et Constance. Salut Constance. Hello. T'es prêt à juger et à pourrir tout le monde ? Je suis prête, j'ai mon petit stylo, mon petit carnet, je vais prendre des notes, ça va juger sévère. Moi, Et j'adore est-ce que Constance. je peux dire avant qu'on commence que je trouve que Constance et David sont extrêmement bien habillés aujourd'hui. Ah oui. Surtout David, il a mis ses petites lunettes là. Aïe. Les juges n'apprécient pas trop la tentative de corruption. Ah non, mais moi aussi, j'adore. Je suis totalement corruptible, y a pas de problème. Donc on a un jeu suisse et un jeu russe. C'est parfait. C'est ça. Allez, je vais commencer par lancer le premier générique pour le premier affrontement qui sera donc l'Arche perdue contre le Temple maudit. Depuis près de 3000 ans, l'homme cherche l'Arche d'Alliance, l'Arche perdue. Selon la Bible, l'arche peut raser les montagnes et dévaster des régions entières. Il ne faut pas prendre ces choses à la légère. Nul ne connaît les secrets de l'arche. Voulez-vous que je vous dise exactement ce qu'est l'Arche ? Voulez-vous vraiment le savoir ? C'est un émetteur radiophonique, une ligne directe avec Dieu. Une armée qui se ferait précéder de l'arche serait invincible. Si l'Arche d'Alliance se trouve réellement à Tanis, la main de l'homme ne doit pas s'en approcher sous peine de mort. L'Arche perdue est protégée par des forces qui dépassent l'imagination. Et elle est convoitée, avant tous les autres trésors de ce monde, par les bons. Fie-toi à moi. Et par les mauvais. Je vais tout vous dire, tout. Oui, je sais que vous parlerez. Les aventuriers de l'Arche perdue. Allez, à toi Manu, tu peux résumer un petit peu ? Alors, Les aventuriers de l'Arche perdue, c'est un film de Steven Spielberg de 1981. C'est une production Lucasfilm, puisqu'à la base, c'est une idée de George Lucas qui a été présentée par George Lucas, du coup, alors que Spielberg allait sortir Rencontre du troisième type et que Lucas allait sortir Star Wars. Spielberg venait de se faire refuser James Bond tout simplement parce qu'il est pas né dans le Commonwealth et du coup il avait pas le droit de réaliser James Bond. Et Lucas y a présenté ce film du coup qui est l'histoire d'un partiellement, en temps partiel professeur d'archéologie, à temps partiel chasseur de trésors, Indiana Jones. Qui dans ce premier film, alors, il lui a présenté comme une trilogie, et dans ce premier film, il va à la recherche de l'Arche perdue dans une course-poursuite avec les nazis. Et l'Arche perdue étant l'arche transportant les tablettes des 10 commandements, et qui peut se trouver être une arme surpuissante. Voilà, donc film de 1981, écrit par Lawrence Kasdan, Philip Kaufman et George Lucas, réalisé par Spielberg. Donc du lourd, quoi. Ça gagne d'avance. Allez, on va passer au concurrent. Je lance le générique. Si l'aventure a un nom, c'est celui d'Indiana Jones. Le docteur Jones a trouvé Norachi pour moi. Et il est ici pour me le remettre tout de suite. Qui c'est en face, Noura? Si!
Peux-tu ranger ce revolver, fiston? Qu'est-ce que je m'amuse? Rien ne me choque, moi. Je suis un scientifique. Quel genre de recherche feriez-vous sur moi? C'est chaud. Activité nocturne, Ma position favorite pour dormir? fréquence des rapports. Parce que vous faites autorité en la matière? J'ai des années d'expérience pratique. Allez, à toi, César. Kalima Shantide. Le Temple Maudit, Temple of Doom en VO, c'est le vrai premier épisode de la trilogie, vu que celui-là se passe en 1935, donc un an avant Les Aventuriers de l'Arche perdue. C'est un film de Steven Spielberg comme tous les autres volumes. Celui-là, il est toujours sur un script, sur un pitch de George Lucas, mais il est plus scénarisé par Lawrence Kasdan. Il est écrit par William Huck et Gloria Katz, une espèce de mercato, puisque ces deux-là ne sont tout autres que les scénaristes de A New Hope, et également de American Graffiti, donc deux œuvres de l'ami Lucas, qui sont venus pour faire quelque chose d'assez différent par rapport au premier épisode que a pitché Manu il y a un instant. Et en l'occurrence, donc on va retrouver Indiana Jones tout d'abord à Shanghai pour une mission d'ordre tout à fait personnel, quelque chose de même d'assez égoïste. Et celui-ci va être affublé d'un sidekick qui s'appelle 2001, qui est un petit enfant thaïlandais, vietnamien, pardon, ça y est, racisme ordinaire, et d'une jeune femme qui s'appelle Willy. Et tous les trois vont se retrouver dans une aventure qui les dépasse en Inde, une fois qu'ils ont fui leur petite aventure à Shanghai, qui est décrite dans l'intro du film. Et donc on va découvrir donc une aventure avec un grand A, puisque comme on l'a entendu de la bande-annonce, si l'aventure avait un nom, ce serait Indiana Jones, et si elle avait une esthétique, ce serait Indiana Jones et le Temple Maudit. Oh, je vois que ça commence. Allez, c'est bon pour l'affrontement. Oh, ils sont forts. J'ai craqué mes cervicales, on peut y aller. Ok. Mais j'aimerais dire avant toute chose que c'est un honneur de m'opposer à Manu pour cette première participation dans l'émission, David. Mais de même, et je suis désolé pour toi par avance. J'encaisse bien. On verra ça, c'est ça. Allez, vas-y, Ça Manu. tourne beaucoup, mais ça, y a pas beaucoup d'action là pour l'instant. Allez, balance ton premier argument, Manu. Bah écoute, mon premier argument, déjà tu l'as quasiment dit toi-même, César, mais mes premiers arguments ils viennent de toi quasiment. Lawrence Kasdan, qui est sur cet épisode et qui est pas là sur la suite, c'est pas pour rien, c'est que il avait pas envie de s'occuper d'un temple maudit de merde, qui est tellement une mauvaise aventure que ça se passe avant, mais on le met après pour mettre le meilleur en premier, tu vois. J'ai envie de dire déjà ça parle de soi. C'est un argument, ça? D'accord, ok. C'est un faux argument en ce qui me concerne, puisqu'en fait, Lawrence Kasdan, c'était son premier job, Les Aventuriers de l'Arche perdue. C'est le duo qui contrôle la saga, donc Steven et George, qui se sont dit, en fait, celui-là, il est bon, donc on va le mettre sur l'Empire contre-attaque. Mais c'est pas grave, on a nos gars sûrs qui eux-mêmes viennent de Star Wars, donc en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a eu un petit côté mercato et donc ils ont échangé les œuvres auprès de leur pool de scénaristes. Et puis le fait que ce soit un deuxième épisode qui se passe avant, en fait laisse-leur là un peu de créativité. Ces pauvres gens-là, ils avaient une idée pour qu'il se passe en 1935 et il fallait qu'il soit correct avec ce qui s'est passé à cette époque-là, la colonisation anglaise, etc. Donc c'est pas bien grave que ça se passe avant. Je vois pas pourquoi c'est un vrai argument. Mais c'est bien, ça permet de mettre des persos qu'on reverra jamais parce que de toute façon ils sont pas intéressants, quoi. Contrairement à ceux de l'Arche perdue qui sont les persos fondateurs de la série. On a Marion qui deviendra sa femme. Spoiler. Dans un épisode qui fait l'unanimité, mais c'est facile aussi de se dire regarde dans les autres films il y a les mêmes personnages, mais du coup tout l'avantage du Temple maudit, c'est justement de pas être les aventuriers de l'Arche perdue ou même la dernière croisade, parce que justement ils se sont dit on va peut-être les emmener dans un décor différent. La facilité d'user des nazis, donc alors j'ai de très bons amis nazis, là n'est pas la question, mais c'est quand même facile de les utiliser comme méchants, et là ils ont essayé d'aller dans des décors qui n'étaient pas spécialement connus, une mythologie indienne qui à laquelle on n'était pas vraiment familier en Occident, donc ils ont quand même eu l'envie d'explorer autre chose.
ce qu'ils ont voulu faire aussi pour le 3 avant de se dire non, on est mauvais, donc on va repartir sur nos bases du 1. Mais je trouve que c'est un peu dur de dire c'est pas un argument de dire ouais, c'est différent du 1, donc c'est nul, parce que surtout le 3 il refait comme le 1, donc bien sûr que non, le 3 il refait comme le 1, ce qui n'est pas un argument non plus. Il a combien d'Oscars déjà, le 2? Je me souviens plus. Ah bah oui, mais là... Le mien, il en a 5. Bah ouais, mais en même temps, c'est la découverte. Les épisodes du milieu sont mal aimés. Va compter le nombre d'Oscars dans l'Empire contre-attaque. Ouais. On va parler un peu des films, parce que je sais pas ce que vous en pensez. On a un peu tapé à côté pour l'instant. Ouais, alors déjà, je vais voir avec mon assistante Constance, voir... Assistante? Quoi? Pardon. Secrétaire ma secrétaire. Tu veux un café? Je pensais que vous étiez des juges de l'égalité, moi, mais bon. Bravo. En fait, les meilleurs arguments pour l'instant, c'est entre David et Constance. Non, mais faut pas le prendre comme ça. David va réussir à gagner. Par chaos. Bon alors, Constance, ma co-présentatrice. Merci. Cher Chazal. Écoute, moi là sur ce premier round, j'ai beaucoup aimé la passion de César, ce qui nous a fait ressortir et ce qu'il a su mettre en avant sur le film, que ce soit autour de l'utilisation de la mythologie indienne ou que effectivement ce soit trop facile de prendre les nazis comme méchants dans le premier. Donc moi je donne mon point à César. Merci Constance. Alors que moi je donne mon point à Manu. Merci David. Pourquoi? Parce que il a un filtre anti-pop au-dessus de sa bonnette, je vois pas pourquoi. Tandis que moi j'ai juste j'ai complètement revu la topographie de ma pièce juste pour vous satisfaire et que vous ayez le moins d'écho possible. J'ai niqué un téléphone pour vous, mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, bon bah alors ça vaut. Donc ouais, je suis pas d'accord parce que je trouve que, alors je vais revenir sérieusement, je trouve que la perception de la culture indienne, c'est plus une perception colonialiste qu'une perception bienveillante d'une autre culture. Ah non mais on est d'accord, mais là on juge les arguments de César. Oui, mais quand tu avances le fait que ce soit pour moi un contre-argument, je suis forcément tatillon par rapport à ça. Ok. Ah ouais, non, je peux plus rien dire là, non. Je peux pas me défendre. Si, tu peux. Attends, on n'a pas fini. Quand il y a égalité comme ça, tu viens vers nous ou tu relances un round? Parce que moi, j'aurais presque envie d'en entendre plus. Oui, ouais, après, aussi, on va relancer un autre round. Très bien, très bien. Donc voilà, oui, tu peux répondre effectivement, César, par rapport à ça, ouais. Si je te suis bien, en fait, ce que tu reproches, c'est une imagerie indienne faite justement à l'occidental. Et avec, est-ce que tu soulignerais pas le fait qu'on a une espèce de white savior qui arrive pour sauver justement donc une peuplade indigène? C'est là où tu veux t'engager, c'est ça? Effectivement. Non, mais au-delà de ça, au-delà même dans la perception, en tout cas dans la manière de montrer les Indiens, c'est pas hyper clean, quoi. Bah, ça dépend. On a le grand méchant avec le prêtre, effectivement, de Kali, qui est pas clean du tout. C'est vrai que c'est pas très, comment dire, urbain. Pas très Kali. D'arracher. Ouais, c'est pas d'une part, et c'est pas très urbain d'arracher le cœur des gens comme ça. Mais de l'autre côté, on voit des Indiens, tout ce qu'il y a de plus bienveillant, avec les gens du village, l'espèce de chef justement là qui était persuadé justement que Indy accomplirait sa mission, qu'il était pas, quelle que soit son origine, la personne qui rétablirait l'équilibre. Il n'a pas fait tout seul, en même temps, le petit demi-lune, s'il n'avait pas été là, Indy, il n'aurait pas pu mener cette quête à bien, je trouve. Et puis surtout, en fait, je peux comprendre l'argument White Savior, etc., mais bon, on est en 1935, à cette époque-là, c'est pas suffisant d'avoir cet argument pour démonter le film, en fait, et les qualités, les nombreuses qualités qu'il y a dans le long-métrage. Ok, tu m'as presque convaincu, mais je laisse mon point à Manu. Bon. Allez, deuxième argument pour Manu. C'est moi qui recommence? Ouais. On n'attend pas? Ouais, si, tiens, allez, je vais le balancer. Non, plutôt César, tu as raison. Allez, tiens, c'est César. Ouais. D'accord.
Moi, ça suit un petit peu justement ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, à savoir que le Temple Maudit était bien différent des aventuriers et que c'en est presque l'antithèse, parce qu'on lui reproche d'être très différent, mais justement, ça c'est l'écriture du film qui a voulu être très différent. Et j'ai l'impression que dans celui-là, Spielberg et Lucas ont voulu mettre les curseurs de tout ce qui leur plaisait à fond. Donc là, mon argument, c'est une variété de genres cinématographiques, tous ceux qui leur plaisaient à ces deux-là. Et donc, on a un digest avec de l'aventure, of course, mais aussi du musical avec le numéro de Willy au début du film, dans le club Obi-Wan. On a de l'espionnage avec la scène qui suit, où on voit clairement que l'hommage à de Spielberg à James Bond, rien que dans la contrebande indie, il est super présent. Il y a de la comédie évidemment avec dans ce qui se passe dans ce même club, mais tout ce qui suivra avec la relation entre Indy et Willy qui frôle le vaudeville justement dans l'armourette. Mais il y a tout ça sonne très âge d'or d'Hollywood, mais c'est pas tout parce qu'on a aussi du buddy movie avec 2001 et comme j'ai dit il y a un instant, si elle n'avait pas été là, le film, Indy aurait pas pu aller au bout de son aventure. Et surtout, leur relation, elle est adorable, quoi. On a évidemment de l'horreur avec tout ce qui se passe à Pankot, et même plusieurs niveaux d'horreur. C'est pas seulement la boucherie avec le cœur arraché dont je parlais il y a un instant et qui voudra à lui seul le classement PG-13 aux USA. Il y a de l'épouvante paranormale avec les pouvoirs du fameux prêtre de Cali. Il y a même de l'horreur psychologique avec quand Indy se fait posséder par espèce de sang de Cali, mine de rien. Moi, quand j'étais gamin, c'est presque ça qui m'avait fait plus peur que la violence graphique que je voyais dans le film. Donc, il y a tous ces niveaux-là qui montrent une putain de richesse dans la conception du film et moi, si j'avais un argument principal à mettre en avant, c'est ça, c'est que c'est un vrai spectacle et surtout, tout est fluide de bout en bout. Il n'y a pas un pet de gras, quoi. Et j'ai oublié un truc aussi en termes de variété des genres. En fait, il y a une aventure un peu plus à l'européenne, mine de rien, parce qu'entre-temps, le Spielberg, il a découvert L'Homme de Rio et Tintin surtout. Et on voit que c'est que cet épisode-là est plus particulièrement un hommage à Tintin, quoi. Ok, à toi Manu. Alors moi aussi j'ai Wikipédia, L'Homme de Rio, il l'avait vu avant de réaliser le premier déjà, mais bon. Écoute, déjà, enfin tu me facilites pas la tâche César parce que je suis plutôt fan du second aussi et tes arguments sont plutôt très bons. Hein. Regardez-le, il vacille. Ah non, c'est juste, excuse-moi, quand on est sur une quadrilogie où les trois premiers sont bons et où Steven va galérer sur la fin, ça reste du beau jeu. D'accord. Non, je voulais parler de l'iconographie du film et notamment sa scène d'intro qui est assez culte pour moi. Une scène d'intro assez longue. On a un film qui laisse pas mal de scènes assez silencieuses où on laisse jouer l'action sans beaucoup de dialogue. Et la scène d'intro est dans ce genre où on voit du coup Indiana et deux guides qui traversent la jungle du Pérou et en quête d'un temple. Et un Indiana Jones qu'on découvre assez tard au final dans cette scène, puisqu'au début on est quasiment de son point de vue, on voit les guides progresser. Et on a un personnage qui est très iconique au début, avant d'être un peu déconstruit dans le reste du film d'ailleurs, qui est super badass, qui s'en sort de tout, qui connaît tous les pièges. Et le ton du film est presque donné au moment où on arrive à l'apogée de cette scène où dans le temple il va prendre la statuette et là tout part en couille et à partir de là c'est le personnage qui se déconstruit lui-même et qui tout le côté badass, le fouet qu'il avait sorti pour aller arracher le flingue d'un des deux guides qui nous donnait un personnage assez charismatique. Il reste charismatique, mais on voit qu'il s'effondre un peu et que le personnage est tout autre que ce qu'on pensait. La scène se finit avec la course-poursuite avec alors je me rappelle plus comment s'appelle la tribu, les Atépos, non, ou quelque chose comme ça. Je sais plus. La course-poursuite où il finit par récupérer l'hydravion et s'enfuir. C'est une scène qui m'avait beaucoup marqué et je l'ai revu hier, du coup j'ai un peu révisé, j'ai revu le 1 et le 4. Je me suis pas refait le 2 et le 3 parce que je les connais assez bien. Et le 4 je l'avais vu qu'une fois, donc voilà. Mais tu disais qu'il y a rien à acheter dans le 2 et je suis plutôt d'accord, et je trouve qu'il y a rien à acheter dans le premier non plus. Tout s'enchaîne assez vite, tout s'enchaîne de façon très fluide et on passe par je crois 5 lieux dans tout le film et tout est assez incroyable.
voilà, je laisse la parole parce qu'après je n'aurai plus rien à dire si je lâche tout d'un coup. Ok, donc Constance, ton avis Moi, je suis convaincu par les deux, donc va falloir que tu départages. Ouh non, j'avoue, vous avez tous les deux des bons arguments. J'ai bien aimé l'analyse de Manu justement sur l'intro du 1, sur ce côté, bah voilà, on a une scène un peu silencieuse avec un héros hyper iconique qui derrière est un peu déconstruit, même pas déconstruit en fait, je pense, et enrichi justement par toutes les autres facettes qu'on peut voir dans ce personnage-là. Donc j'ai envie de donner mon point à Manu. Son argument, c'est une scène d'exposition plutôt chouette. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, je vous ai parlé de tout le film et de la variété, de la richesse foisonnante. Tu n'as pas compris, César, qu'il faut garder des arguments si jamais tu passes la première phase. Mais qui te dit que j'ai tout balancé? Allez, on va passer au troisième argument. Donc c'est Manu qui va commencer cette fois-ci. Tu mets ton point à qui, David, toi? Moi, il y a un point par phase. Moi, c'est un point chacun parce que je suis trop sympa. Et parce que je fais ce que je veux. Je vois pas comment aussi. tu départages les gens en fait du coup à la fin parce que tu donnes des points à chaque round. Si, moi je laisse faire à Constance. Moi ça va être long. Si je ne m'abuse, il a donné un point chacun lors du premier round et Constance a donné un point à moi. Et là, il a fait pareil, David, mais Constance a donné un point à Manu. Donc on est à 3 points chacun, si je comprends bien. 3-2, ouais. Attends, et c'est qui qui a 3 là? Parce que je comprends plus. Manu, et toi tu as 2. Non, ça devrait être égalité, non? Non, essayez pas de m'embrouiller. Ok. J'ai pas compris non plus là. On voit que le juge russe quand même a essayé d'instiller le doute dans l'oreille des spectateurs là. On a eu un point chacun à la première, et là j'en ai eu 2 et César 1, ça fait 3-2. Exact. Ok. C'est arithmétique. Je suis toujours pas. Bon bref, pas convaincu, mais je me soumets à l'autorité incertaine de cette épreuve sportive. J'aime bien l'autorité incertaine. Allez. Tiens, vas-y, tu commences, Manu. Ok. Alors, bon, je me suis un peu fait démonter cet argument et je pense que César aura le point sur cette manche. Je voulais parler du ton qui est donné à la saga par ce premier film et notamment sur la violence qu'on peut y voir. Alors, c'est largement exacerbé dans le 2, je le concéderai, mais j'étais assez surpris de ce qu'on peut voir dans ce premier film avec des balles dans la tête qui font gicler du sang. Des personnages qui se font embrocher et c'est pareil, on les voit complètement transpercés avec le sang qui coule. La scène de fin avec les personnages qui fondent et notamment ce film aura donné le gif du nazi qui fond et ça Twitter le remercie. On aura aussi eu le gif du mec de l'Égyptien qui fait le malin avec je sais plus comment ça s'appelle, son épée cop ou quelque chose comme ça, et Indy qui le défonce avec juste une balle. Voilà, je trouve que il y a une imagerie du film qui est assez intéressante et ça se retrouve aussi avec du coup moins dans la violence mais dans l'imagerie avec les serpents qui sont assez omniprésents en Égypte. On a les serpents qui traversent la chaussure de Marion quand elle est tombée dans le tombeau, qui passent à travers des yeux de momie, des trucs comme ça. Je trouve qu'il y a une imagerie assez forte et qui est plutôt, enfin, qui vaut je sais plus quelle classification il doit avoir un moins de 12 ans en France, je sais plus ce qu'il a aux États-Unis, mais voilà, je trouvais que le film mettait bien le ton entre un humour pas encore totalement omniprésent dans le premier, dans le deuxième non plus, mais je pense que le troisième et le quatrième se rattrapent bien là-dessus, et une imagerie assez sombre de ce côté-là, en plus de l'aventure. Voilà. À toi, César. Merci pour la perche tendue, parce qu'effectivement, ton argument est tout à fait réaliste. Hein. Tout ce que tu viens de dire, je suis assez d'accord. À ceci près que les serpents, oui, il y a des serpents, oui, il y a des nazis qui fondent, oui, il y a un décor plutôt sympa. Bon, il y a beaucoup de sable aussi dans les Aventuriers de l'Arche perdue. Je vais retomber sur mes pattes sur l'imagerie, sur l'esthétique du 2. Et aller dans ton sens, parce que de mon point de vue, c'est exacerbé dans le 2 et c'est quelque chose de très positif. Qu'on ait affaire à la recréation des décors, donc le temple justement de Pankot, souterrain dans le château du Maharaja, qu'on ait affaire aux map painting qui sont juste extraordinaires. Je fais notamment référence à ceux de la cascade, de la crevasse quand Indy s'enfuit après avoir repris conscience.
Ce que j'ai indiqué tout à l'heure, à l'imagerie indienne qui peut être un peu cliché, si je veux aller dans le sens de nos chers juges, mais qui, remettons-nous dans le contexte, donc on est en 84, et on fait face à quelque chose qui foisonne. C'est-à-dire qu'on avait déjà le personnage, ok, on connaissait le personnage, maintenant on va un peu plus loin dans ce qu'il peut faire, dans les aventures où il peut nous emmener. Et là, donc, on se retrouve embarqué dans la mythologie indienne en surface, on va pas trop en profondeur, mais tout ce qui nous pète à la gueule, que ce soit justement le temple avec le crâne géant dans lequel les pierres que recherche Indy sont incrustées, la fosse où il y a les sacrifices humains qui vont être justement sacrifiés, la scène du dîner dans le château, si on ne va pas jusque là, si on s'arrête justement à la première partie du film, tout ça c'est foisonnant, c'est époustouflant. On a déjà eu une première partie assez riche visuellement à Shanghai, et avec le petit voyage en avion qui se termine comme on le sait, on n'a pas le temps de souffler, qu'on a affaire à un décorum tout à fait extraordinaire. Et ce décorum amène des scènes extraordinaires. Et on a l'habitude de dire que c'est un roller coaster, et c'est au sens littéral, puisque jusqu'à cette scène où justement Indy, Willy et Lumine s'enfuient, ce truc-là, j'ai l'impression que cette scène des chariots qui s'enfuient, je pense qu'elle a infusé dans l'inconscient collectif du genre de l'aventure, qu'on peut pas ne pas penser à ça quand on pense à Indiana Jones et à l'aventure au sens général, à tel point que ça c'est un petit appel du pied à Constance, mais mine de rien, je pense que c'est cette scène qui a donné naissance à la traduction du Temple du Péril, mine de rien. Donc moi je suis épaté par encore une fois ce décor et la manière dont ils ont poussé les potards à fond dans ce deuxième film. Alors que la scène du rocher qui tombe dans le premier, elle a pas du tout donné lieu à des attractions. Laquelle ? Il y en a une aux États-Unis, comme ça. Je sais pas, peut-être. Mais il y en a deux ou trois en roller coaster Indiana Jones dans le monde. J'en appelle n'étant pas spécialiste des parcs d'attractions, j'en appelle à une autorité supérieure pour valider cet argument. Mais oui, effectivement, il y a plusieurs attractions Indiana Jones qui sont donc dans les parcs Disney. À Paris, il y a effectivement le Temple du Péril qui est bien inspiré du Temple maudit. Et aux États-Unis et au Japon, on a Indiana Jones Adventure, qui est un dark ride inspiré alors de plusieurs éléments, mais notamment du rocher qui roule, voilà, et de temples avec des pièges dedans, donc très inspiré du début du 1. Donc vous avez tous les deux raison. Voilà. Merci pour cette expertise. Je vous en prie. Alors Constance, quel est ton jugement à la fin de cette première phase ? Alors, je trouve que les deux candidats se sont bien défendus et ont bien souligné en fait en quoi chaque film a une imagerie très emblématique qui se retrouve aujourd'hui dans toute la pop culture, que ce soit du gif sur Twitter ou plus globalement sur l'influence que ça a pu avoir sur le cinéma d'aventure. Mais voilà, j'avoue que l'argument du gif du nazi qui fond, c'est quand même assez priceless. Et donc je vais donner mon point à Manu là-dessus. Mais c'est honnêtement, j'aurais envie d'en donner à tous les deux, mais vu que David a l'air un peu indécis. Je suis épaté par la petitesse des arguments de Manu, et c'est ceux-là qui font mouche auprès du jury, quoi. Wow. Je relèverai pas. Moi non plus, le jury ne relève pas. Écoute, il faut bien rajouter un petit peu de piment, hein. Il y en a, il y a du serpent, il y a des épices en Inde, je sais pas ce qu'il faut. Il y a de la couleur au moins de mon côté. Et tu penses sincèrement que le 2 a marqué plus les esprits que le 1 ? Je pense que personne ne l'admettra, mais oui. Parce que justement, je pense que tout le monde préfère ou le premier ou le troisième. C'est comme le 4. Je sais pas de quoi tu parles. Par contre, je suis persuadé d'un truc, c'est que si le deuxième volet, donc, est un peu l'enfant noir, le mouton noir de la famille,
Je pense que les gens se refusent de dire putain ce truc-là c'est fort. Il y a l'argument qui dit que c'est le film le plus noir. Bon, ça c'est incontestable, mais il a été écrit comme ça, il a été voulu comme ça. Maintenant, si Spielberg se dédouane en disant ouais non, moi j'ai fait qu'un film de commande, c'est George qui était comme ça. Je pense que c'est un peu facile parce que lui, c'est quand même le plus grand tueur d'enfants de l'histoire du cinéma. Steven Spielberg, il a pas besoin de. Si on enlève le Temple maudit de sa filmographie, je pense que entre Les Dents de la Mer, Jurassic Park, et je compte même pas La Liste de Schindler, je crois qu'il a lui-même tué un nombre incalculable de gamins. Mais le guide alors, pas lui-même. Là, justement, en personne, ouais. Pardon ? Oui, non, j'entends bien. Le kiff. Le kiff du nazi qu'ils font, évidemment, c'est impressionnant, mais c'est quoi comparé justement à ce prêtre de Cali là qui arrache le cœur. Enfin, c'est Thibaut qui disait que c'est je crois qu'il avait dit ça quand je l'avais reçu pour Hommage collatéral, que c'était cette scène-là qui l'avait traumatisé quand il était gamin. Ah ouais, entre ça, je l'ai regardé encore même aujourd'hui, ça me fait flipper. Ouais, non mais le 2 est traumatisant, mais au niveau de l'imagerie. Moi, je suis assez d'accord là-dessus. Hein, cette scène-là, elle est marquante. Mais sans mauvaise foi aucune, j'ai pas l'impression moi que dans les 3 premiers il y a un mouton noir auprès du public. J'ai pas ce sentiment-là personnellement. Plus aux États-Unis, mais je pense que en France, aux États-Unis, ouais, le 2. Ouais, aux États-Unis, c'était le 2, le 2 avant que le 4 sorte. Ouais. Ok. Les gens l'avaient justement détesté par rapport à ce que rappelle César et le fait que Lucas et Spielberg étaient dans des périodes. Il me semble que Spielberg parce qu'il avait perdu son père, Lucas parce qu'il était en plein divorce, qu'ils étaient tous les deux dans. Spielberg aussi était en plein divorce. C'était tous les deux en divorce, ok. Mais Lucas n'était pas encore en train de divorcer à ce moment-là. C'était un tout petit peu plus tard, si j'ai pas de bêtises. Mais Lucas était en mode je suis producteur, je fais ce qui me fait envie. Et lui, il s'est jamais trop exprimé, j'ai l'impression, sur la noirceur du film, justement. Les fameux arguments que Spielberg lui balance, en lui disant ça c'était des idées de George. Moi, sans répéter ce que j'ai dit, ça me paraît un peu gros quand on s'appelle Steven Spielberg, et déjà à cette époque-là, et qu'il est déjà Steven Spielberg, de dire non, moi j'ai fait qu'un boulot de commande, je suis que le monteur. C'est pas quelqu'un qui. Lucas, il a un brief, Spielberg, il affine. Franchement, qui se dédouane. Je sais plus quelles sont ses récentes déclarations sur le sujet, mais je pense que c'est un peu trop facile de dire non, mais moi j'ai fait le boulot qu'on attendait de moi. Bon allez David, du coup tu n'as pas dit à qui tu donnais ton point. Moi j'ai 4 points pour Manu et 3 pour César. Est-ce que c'est bien ça, co-présentatrice ? Oui, il me semble que les calculs sont justes. Donc César va nous rejoindre dans le rang des jurys. Comme ça, il va pouvoir défoncer Manu. Non, mais moi je suis quelqu'un de neutre. Hein. Je sais pas si j'ai envie de m'acoquiner un jury aussi partiel que ça. Je verrai. T'as l'occasion de rééquilibrer. Ouais, je sais. Non, mais je suis pas comme ça, moi. Enfin, malgré tout, félicitations, Manu. Tu as acquis cette victoire un peu bizarre. C'était bien joué aussi. Grâce à un gif. Je te remercie. Grâce à un gif, ouais. Merci de le rappeler, Thibaut. Non, écoute, tu étais mon champion, César. Merci, wink wink. Ouais, c'est parce qu'il y a une rivalité entre Manu et Thibaut, c'est pour ça. Et puis Thibaut dit ça au moment où César est censé rentrer dans le jury aussi, on notera. Peut-être que le mec manipule. Et qu'il sait qu'il va gagner quoi qu'il fasse. Franchement, je pense que vous allez être volontairement un peu plus doux, j'espère, avec Steven, parce qu'il part avec un handicap. Allez, on va passer à la deuxième phase. Je vais lancer la bande-annonce du 3e film, donc La Dernière Croisade, et après, Thibaut va le présenter. Fait une grande quête, le Saint Graal, professeur Jones. Oh, saloperie. Ça y est. Ce bouclier est le second indice. Nous l'avons trouvé. Indiana Jones est en quête du Graal, la recherche la plus importante de sa vie. Mais pour certaines aventures, un seul Jones ne suffit pas. Oui, père. Junior. Vous en prie, ne m'appelez pas comme ça. Suivez-moi, je connais le chemin. Une course au travers des 3 continents. Alors maintenant, ils ont mon plan. Et dans ce genre de course, il n'y a pas de médaille pour le second. Accrochez-vous, on va se poser. Qui les mène au cœur du pays ennemi. Les nazis, je hais ces gars-là. Ok, à toi, les nazis, on est ces gars-là.
Je hais ces gars-là. Indiana Jones aussi. La dernière croisade, 3e et meilleur film de cette saga. Je pense que on va en reparler. Toujours la même équipe créative, donc Steven Spielberg. Les scénaristes sont toujours pitchés d'après George Lucas, mais cette fois c'est Jeffrey Boam. Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que le trailer a un peu tout dit. Double Jones, retour des nazis, 3 continents, énormément de courses-poursuites. Et la recherche du Saint Graal, qui est à mon sens l'artefact le plus intéressant de la saga. Mais ça, je pense que on pourra y revenir en détail une fois que Steven aura présenté ce qui est sans doute le 2e meilleur film de la saga. Allez, allez. Steven, je te balance la bande-annonce et après tu pourras présenter ton film. La légende dit qu'un crâne de cristal a été dérobé dans une mythique cité perdue d'Amazonie. Probablement construite en or massif, gardée par des morts vivants. Quiconque retourne le crâne au temple de la cité recevra en échange le contrôle de son pouvoir. Vous allez nous aider à le trouver. Un simple oui suffira. Nous allons employer, comment vous dites déjà, la bonne vieille méthode. Non, baisse les bras, s'il te plaît. Tu me fais honte. Alors, est-ce que ce film te fait honte, Steven ? Moi, perso, non, j'ai rien à voir avec ce film. Mais le rôle de Cate Blanchett à main nue. Ouais. C'est l'accent aussi. C'est bien raciste. Ouais. Alors, donc c'est pareil, c'est toujours la même équipe. Détail intéressant dans le cast, on retrouve Karen Allen qui joue Marion Ravenwood. Donc l'action se passe en 57 pendant la guerre froide. Donc on oublie les méchants nazis et on trouve à leur place les méchants cocos, les méchants rouges. Ouh. Réellement tout ce qui a changé, c'est les accents des méchants, je trouve. Il y a l'histoire, on va y revenir, importe très peu. C'est l'intérêt du film est plus dans les petits détails. Ok, alors je vais te laisser commencer à tirer un argument, Steven, parce que de toute façon tu pars avec un canard boiteux, donc. Ouais. Donc. Bon, je crois que c'est d'actualité. Un des premiers points, c'est le film est vachement plus d'actualité que le précédent. Quand on suit ce qui se passe dans les réseaux sociaux, on parle de raider Area 51, Roswell, et c'est exactement ce qui se passe au début du film. Donc je trouve que ça commence extrêmement bien. Puis on voit des petits animaux assez sympas sortir de la terre. Je trouve que c'est bien pour les enfants. Et très vite. ouais, je nage à mort, mais c'est chaud. Donc Area 51, il y a des communistes et on parle d'extraterrestres. C'est un rappel du premier. Allez, contrepoint. T'aurais pu dire que c'est un rappel du premier, la zone 51 au moins. Ouais, c'est là qu'est mis l'Arche perdue à la fin du premier. D'ailleurs, on le voit vite fait. Il y a un plan où il nous montre l'Arche du Covenant dans une des boîtes. Mais tu veux que je dise autre chose à propos de ce film ou on passe à la suite? J'en sais rien, moi. Tu veux continuer à t'enfoncer ou pas? Je pense que Thibaut peut avancer. On parle d'arguments. Moi, je dis pour l'instant, il est plus d'actualité. Ouais, les nazis, c'est quand même super d'actualité. Je veux pas. Alors David me vole mon premier contre-argument. Je pense qu'il y a pas mal d'actualité dans le fanatisme religieux, son utilisation pour le contrôle des masses et même pour des païens qui sont les nazis. Il y a quand même une scène d'autodafé. On a aussi des gens qui collaborent, donc des businessmen qui ont aucun scrupule à collaborer avec ces gens-là sous prétexte lâche pas toutes tes billes d'un coup. Après tu vas pouvoir défendre ton film. Bah oui, t'inquiète.
t'inquiète, je suis les conseils de Manu, mais pas non plus à la lettre. Mais donc je pense que niveau actualité, pour le coup, le 3e Indiana Jones a pas mal de choses à dire. Et en plus, il a un thème intemporel qui reste la relation entre le père et le fils, qui est, je pense, quand même toujours d'actualité et qui, j'ose espérer, sera toujours d'actualité. Après, t'as dit que le film tenait à des petits détails, c'est ça qui rendait le truc intéressant. Et en fait, moi, ce que je trouve un peu éclaté, pour pas le dire autrement, dans le Crâne du Cristal, c'est que tous les petits détails ou les petites trouvailles en fait du film sont pas trop mal, parce que l'idée de revenir dans la zone 51, comme disait Manu, d'inscrire le film en fait dans les années 50 avec le communiste, l'histoire du Crâne du Cristal est pas réelle, mais l'histoire que les communistes, les soviétiques voulaient mettre en place des systèmes de contrôle et faisaient des recherches sur les ondes du cerveau et ce genre de choses, c'est réel. Mais je pense que ça c'est l'aspect Lucas qui a nerdisé sur 2-3 trucs qu'il a entendu, j'allais dire dans des podcasts historiques, il n'y en avait pas à l'époque, mais vous voyez l'idée. Et derrière, la façon dont c'est montré, la façon dont c'est filmé et la façon dont c'est intégré en fait dans la mythologie Indiana Jones, elle marche pas. Et en fait, la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit ok, ils veulent nous montrer qu'en gros le personnage il est, tu vois, il est plus fait pour son époque, il est vieux, il vieillit, mais en fait c'est juste une sorte d'excuse pour expliquer à quel point le film est loupé. Et pour moi, ils ont vraiment loupé la transition, l'arrivée d'Indiana Jones dans les années 50. C'est hyper facile de dire il est vieux, il comprend plus rien. Et du coup, je trouve ça tue en fait le mythe Indiana Jones, quoi. C'est que ce mec-là, il arrêtera jamais et il continuera, tu vois, de vouloir être un aventurier, de vouloir. Ouais, mais c'est tellement bien amené au début du film. Non. Parce que c'est la si, mais c'est génial. Ils le sortent d'un coffre d'une voiture, je trouve ça absolument incroyable. Ils le sortent, c'est comme s'ils le sortaient de la naphtaline, quoi. Il va donner des points négatifs les jurys, quoi. On peut. Mais moi je trouve que c'est ça qui est vraiment loupé. J'ai pas trop de mal avec le Nuke the Fridge et tous les autres mèmes qui ont pu créer Shia LaBeouf au premier lieu, mais qu'on pu créer ce film-là. Ce qui me dérange, c'est qu'il y a vraiment pas de discours, tu vois. Tu disais qu'il était d'actualité, mais je trouve pas tellement, en fait. C'est juste bout du genou, Indiana Jones, il est vieux, il a peut-être un fils, mais en fait, c'est peut-être pas son fils, mais en fait, c'est lui. Puis on va faire revenir 2-3 personnages que vous aimez bien, et puis au final, l'artefact, c'est un truc d'alien. Enfin, tout ça aurait pu être exécuté avec beaucoup plus de punch et de maîtrise, en fait, qui manque cruellement à celui-là, d'ailleurs. Je sais pas pour vous, mais moi, il m'a convaincu. Bon, je vais demander à la coprésentatrice Constance. Alors effectivement, difficile de ne pas attribuer son point à Thibaut. Toutefois, j'aimerais donner les encouragements du jury à Steven pour son argument. Il y a des animaux mignons au début du film. Voilà, bravo, continue comme ça. Mais il y a plus d'animaux dans la dernière croisade, puisque je vais dévoiler son seul argument, puisque ça commence sur une sorte de course-poursuite dans un train avec un cirque. Donc il y a des girafes, il y a des rhinocéros, il y a des lions, il y a des serpents, il y a un alligator, et il y a aussi des chevaux dans le film. Ah, tu veux dire le passage proto-solo ? Je vais défoncer. Non, mais c'est comme ça, hein. Je trouve que c'est la meilleure scène. Alors, tiens, César, quel est ton avis sur l'argument? Eh bien, moi, je viens de voir la nouvelle photo de Thibaut sur Facebook et je serais tenté de lui donner mon point rien que pour ça. Mais je vais poursuivre les encouragements de Constance et donner mon point à Steve pour qu'il en ait un et qu'il parte sur de basses scènes et qu'il se sente forte pour la suite qui va être douloureuse. Oh, mais cette photo! Explosive. Elle est Indiana Jones-esque. Wow. Fallait mettre des flammes derrière. Ah bah écoute, t'inquiète. Je vais m'en servir comme illustration pour l'épisode, hein, si tout le monde en parle. Un petit chapeau, un petit fedora, on est bon. Ok, bah moi je vais donner mon point à Steven parce que je suis bien hypé. Wow. Tout le monde mise sur le canard boiteux, quoi. J'ai pas besoin de votre pitié, hein. Un peu quand même. Tu m'étonnes. Bah là, on part sur un 3-0 quand même, donc c'est plus de la pitié. Non, moi je donne mon point à Thibaut. Ah bon, d'accord. Mais je donne des encouragements à Steven. Alors que moi je donne le point à Steven parce qu'il a sorti l'argument des Lemmings et c'est celui que j'attendais.
C'est des marmottes. Non, c'est pas des marmottes. C'est des chiens de prairie. C'est pas des chiens de prairie, c'est des gophers. Des gophers. Regarde-le, l'autre, il habite à New York, alors il connaît la faune locale. C'est bon, tu vois. Mais, ok, ouais, mais en français, c'est un nom à la con, c'est des gaufres. Une marmotte. Ok, alors range tes gaufres et on y retourne. C'est qui reprend pour le deuxième argument là? C'est toi qui reprend. Autre problème du Crâne de Cristal, c'est que le rythme est un peu chiant. Mais parle de ton film. Ouais, non. Laisse-moi démonter mon propre film. je vais te dire que le rythme est particulièrement chiant, qu'il y a énormément de pauses, qu'on se balade pas beaucoup, que c'est pénible, qu'on est un peu comme Indiana Jones, quoi. On sent qu'on a les reins plus si solides qu'à l'ancienne. Et donc, ça va pas, je pense que un truc qui est ressorti assez bien en fait de l'affrontement entre Manu et César, c'est que tous les deux se sont envoyés des pains dans la gueule en disant mon film il est mieux rythmé que le tien. Et c'est vrai que les deux films sont hyper bien rythmés. Le troisième, je trouve, est encore mieux rythmé parce par rapport à tout ce qu'il a à mettre, il met beaucoup plus de choses que le 1 et le 2, peut-être même le 1 et le 2 réunis, ce qui est plus d'environnement, plus de courses-poursuites. Alors après, on dira peut-être, certains me diront peut-être que c'est too much, mais peu importe. En tout cas, dans le 4, ils sont revenus à une formule un peu plus lente et un peu plus ennuyeuse, je dirais. Il y a des scènes qui sont complètement chiantes par rapport à l'enchaînement qu'on a dans la dernière croisade, où on est en train, on est en moto, un coup on est aux États-Unis, l'instant d'après, on est à Venise, à Venise, on dit en français, Venise. Après, on va dans un château au cœur de l'Autriche. Enfin bref, on voyage énormément et je pense que l'aventure, c'est aussi le voyage. Et c'est pas juste aller dans l'Amérique latine et au final ne même pas nous parler des nazis qui se sont réfugiés là-bas dans les années 50, ce qui est plus ou moins un crime à l'échelle de la franchise. Donc voilà, je pense que pour des questions de rythme, d'ailleurs, kudos à mon vrai bro Frank Darabont qui avait écrit un script là-dessus pour le 4e épisode, ou peut-être le 3e, je ne sais plus. César saura me corriger. 4e. Ouais, ok, merci. C'est ça, c'est entre le 3 et le 4. Et donc bref, pour c'est Columbus qui avait fait un script pour le 3. Ah, c'est ça, c'est le truc avec les singes et les pêches. Googleisez, vous trouverez. Et bref, en parlant de singes, il y a aussi ça dans le Royaume du Crâne de Cristal. C'est l'argument, les liens CGI avec les singes et les Shia LaBeouf. Bon, quoi, c'est un point positif? Ouais, ok. Après, on peut pas tous avoir des goûts raffinés. Ayant revu le 1 et le 4, les effets spéciaux sont meilleurs dans le 1 que dans le 4. C'est la tristesse, quand même. Ouais, c'est un peu dur. Il y a des fonds verts dégueulasses dans le 4. Est-ce que je peux demander un point de règle aux hautes instances? Oui, vas-y, ouais. Je savais pas qu'on pouvait attaquer le film de l'autre comme argument. Ah si, mais est-ce que ça compte? Si, ouais, non, mais en vérité, il y a pas de règle. D'accord. Bon, bah, dans ce cas, je propose qu'on erase ce qu'on vient de faire et qu'on recommence tout. C'est une manuelle. J'ai un argument, c'est que mon film est mieux rythmé, et je vous donne des exemples qui prouvent que son film est moins bien rythmé. Donc c'est un argument. Mais effectivement, tu as un bon point, César. Je voulais faire un rapide rappel à Thibaut qu'il est mieux vu de se concentrer sur son propre film plutôt que de passer 10 minutes à démonter le film de celui en face. Très bien, votre honneur. Mais comme disait Manu, je save quelques arguments. Bon, Steven, ok, Steven. Vas-y. Ok. Je pense que t'as pas encore atteint la septicémie, mais tu t'en approches. Ah, mais ça a quand même pris 20 ans pour ce film d'être créé. Donc effectivement, le scénario, il a été écrit, réécrit. Et quand ils ont réussi à avoir tout le monde sur leurs emplois du temps, t'as vraiment l'impression qu'ils ont rushé le scénar. Donc ça c'est vrai, mais considérant tous les problèmes de production qu'il y a eu, ils s'en sortent quand même plutôt pas mal. Et tu parles aussi de l'aspect vieillissant et haletant de Harrison Ford. Faut pas oublier qu'il a 65 ans quand il tourne ce film et qui fait toutes ces cascades entre guillemets et que ce que tu le vois faire à 65 ans, moi j'aimerais le faire à son âge. Donc je trouve que tout est à prendre en sa juste mesure. Ce que tu vois le faire à 65 ans, tu veux le faire à son âge, du coup à 65 ans ou maintenant? Bah, je veux être capable de faire la même chose qu'il a fait à son âge, ouais. Ah d'accord, ok, ouais. Mais
Bon, après, défense terminée, c'est quand même le seul Indiana Jones qui incorpore les thèmes d'Indiana Jones, de Stargate, de l'équipée sauvage, du livre de la jungle et de Où est Charlie quand même. Bon bah il a gagné. Il a gagné des points comme ça. Je le voyais pas venir, mais il va peut-être finir en phase finale. Thibaut, tu te souviens de David avec Matrix? Tu vas finir pareil. Je vais vous défoncer. Bon, j'en appelle tout de suite à ma co-présentatrice. J'avoue que l'argument de Steven fait relativement mouche. Je vois Manu qui jubile derrière son micro. Putain, vous êtes les pires. Je vais refaire des podcasts avec César tout seul parce que putain, fatigué quoi. Un petit peu de fair play, je vous prie, du côté des participants. Ouais. Et donc je vais donner mon point à Steven sur cette manche. Je ne doute pas que Thibaut saura nous livrer un troisième argument de qualité. Donc, tiens, César, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je suis partagé, parce que si l'argument de Steven est sympathique, mais j'avais dit que je serais partial et que je ne tomberais pas aussi bas que les juges actuels. Partial, tu veux dire? Point à Thibaut. Merci, monsieur. Bon, c'est pas grave, tu perds la manche quand même. Va, cherche pas. C'était déjà joué d'avance. Allez, dernier argument, Steven. Écrase Thibaut. Tu peux encore le faire. Thibaut, mon point est pour toi. Donc, comme j'ai dit et comme j'ai dit tout à l'heure, l'intérêt de ce film est dans les détails. Donc, j'ai entendu à un moment donné quelqu'un prononcer les mots nuking the fridge. Donc, pendant très longtemps dans l'industrie, ce qu'on utilisait, c'était Jump the Shark, qui était basé sur un épisode de Happy Days où tu vois Fonzie conduire sa Harley Davidson et sauter au-dessus d'un bassin rempli de requins, et ça a été la culmination du daubage la fin de l'intérêt pour cette série télé. Et il y a beaucoup de gens sur internet qui utilisent la scène où Indiana Jones se réfugie dans un frigo pour échapper à une explosion nucléaire, et il est propulsé à une centaine de kilomètres de la scène pour ressortir sans une égratignure, sans un os cassé. Putain, mais le niveau des arguments, on est sur Reddit, quoi. D'autant que je tiens à signaler que c'est en jet ski qui ne laisse pas grand-chose. Hein. Le film me laisse pas grand-chose. Hein. Je dis, c'est dans les détails, et c'est un détail. Parce que le thème père-fils, effectivement, il revient avec le personnage de Shia LaBeouf, mais c'est mal présenté. Je peux pas défendre ça. Non mais te donne pas des arguments contre toi, t'essayes de perdre ou quoi? J'aimerais bien arrêter de défendre ce film assez rapidement, oui. Je pense qu'il essaie de perdre, oui. Oh le... Donc, contre-argument. Waouh, j'ai été surpris, j'ai sursauté. Parce que c'est pareil, le grand méchant, je peux même pas le défendre. J'y crois pas une seconde à son rôle de méchante à Cate Blanchett. Pourtant, la seule chose délicieux quand même. Ouais, c'est clair. La seule chose que je peux dire, c'est que oui, elle s'est restée propre après une randonnée dans la jungle. Elle a pas une trace de boue sur ses bottes. Enfin, à part ça. Et ça, c'est pas un argument. Bon, allez à toi, Thibaut. Je sais pas quoi dire. Il y a des gens qui essayent pas de défendre leur film, ça m'énerve. Bah, c'est sûr que c'est en plus après tous les points que vous lui avez accordés, je pensais qu'il avait une chance de s'en sortir. Mais je pense qu'il a pas de chance parce que comme il l'a rappelé, en fait, il y a un truc voilà, on a un thème en commun, c'est la relation père-fils. Moi, j'ai Sean Connery, lui, il a Shia LaBeouf. Après, on peut rentrer dans les détails puisque a priori ce sont les petits détails qui font le secret du royaume du crâne de cristal. Et ben ouais, j'ai quand même pas mal de petits détails à vous envoyer parce que on est, comme je l'ai dit, sur un film qui est extrêmement généreux
notamment en termes de set pieces. C'est l'Indiana Jones qui contient le plus de séquences d'action comme ça, ou qui vont demander un travail de recherche, de storyboarding et bien sûr d'exécution de dingo. Donc c'est le seul où on parle aussi de Zeppelin et de tank, parce que les mecs ont été quand même chercher un peu plus loin que le sidecar ou la moto qu'on a dans Indiana Jones 4. Mais la moto, quoi. La moto, mais j'ai aussi de la moto. Même. Je te rappelle que j'ai le sidecar avec le père, qui est une bien meilleure séquence de course-poursuite. Ensuite, on est sur un film qui est extrêmement citable. Je vous mets au défi, à part celle qu'on vient d'entendre dans le trailer de Indiana Jones 4, mais je veux dire les répliques du Royaume de Crâne de Cristal. Par rapport à la dernière croisade, et seul le pénitent pourra le passer, et la plume est plus forte que l'épée quand on a ce bon Henry Senior qui asperge les nazis avec Marcus Brody et son stylo à plume. On est dans un Indiana Jones, ou même Indiana Jones qui drague. Bon, il était pas mal dans Temple of Doom, mais là on a un Harrison Ford, je dirais encore plus charmeur, donc qui il est pas du tout forcément dans le 4 puisqu'il commence à avoir 65 ans et c'est un petit peu cringy. Mais voilà, et par ailleurs, on a des adversaires qui sont aussi là aussi on est dans quelque chose de protéiforme. On va avoir un mec qui utilise l'argent pour mettre la main sur ce qui est considéré comme le bien sacré de l'humanité. On a des nazis, on a une nana qui se sert des nazis pour satisfaire sa propre on va dire ses propres objectifs. Donc on a une sorte de pluralité des personnages qui va bien au-delà de tout ce qu'on a eu dans le Royaume du Crâne de Cristal, puisque le personnage de Mutt notamment, ça aurait été super intéressant de voir Harrison Ford se transformer en Sean Connery, mais du coup il n'y arrive pas du tout, il est encore entre les deux et ils ont pas voulu lui donner le rôle de grand-père, et c'est pour ça que ça me questionne par rapport au Indiana Jones 5, qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais pour revenir sur le 3, on a des personnages qui sont beaucoup plus clairement identifiés et extrêmement, comme je disais, enfin c'est emblématique. Indiana Jones en mode hyper crooner, aventurier de ouf, son père qui est un rabat-joie, Marcus Brody qui vient et qui est intégré à l'intrigue en tant que ressort comique, mais je trouve qu'il fonctionne à fond. Elsa, elle est hyper intéressante aussi, la relation forcément c'est un peu on va dire victime de son temps et de son époque, parce que les Indiana Jones brillent pas forcément par leur ouverture d'esprit et sur le reste du monde, mais je sais pas, on est dans un film qui est juste putain de généreux à côté d'un truc qui est sorti 20 ans plus tard et qui avait peut-être 2 fois plus de moyens, notamment des moyens technologiques, et qui a décidé d'en faire Indiana Jones et son fils dans la jungle, quoi, avec des aliens à la fin. Enfin bon, je vous refais pas l'histoire, mais vous connaissez le délire. Et voilà. Et il y a plus d'aventure en plus dans Indiana Jones 4. Moi, c'est ça qui me, je sais qu'il faut pas que j'insiste sur le film de l'adversaire, mais on termine Indiana Jones 3 sur le thème principal qui est très peu utilisé dans le film lui-même, où les personnages sont sur leurs chevaux, soleil levant, l'appel de l'aventure, il est là, ils viennent de trouver le Graal, mais les mecs, hop, ils repartent sur autre chose. La fin d'Indiana Jones 4, c'est un truc éclaté où il y a le chapeau qui vole vers Mutt, mais c'est quand même Indiana Jones qui le remet alors qu'il vient de se marier et qu'il a 65 ans. Raccroche, mon vieux, t'es fini. C'est comme ça, tu vois. Ouais, mais c'est un message à tout Hollywood et aux gens qui regardent et qui dit à Indiana Jones, ouais, il y en a qu'un seul, c'est moi. Ouais, et du coup, par contre, le reste du film le monte en mode pantouflard et complètement dépassé par les événements. Donc c'est juste pas cohérent. Alors que mon film à moi, La Dernière Croisade, a du sens par rapport à le simple titre, tu vois, genre contre les nazis, contre l'obscurantisme. Le Graal, c'est un peu l'objet définitif, celui qui combat jusqu'à la mort, tu vois, qui te rend immortel. Donc ouais, c'est la dernière croisade, la dernière putain de croisade, pas le royaume du crâne de mes couilles. Déjà, c'est long comme titre, ça marche pas, on s'en fout, ça mélange trop de trucs en même temps, les communismes, les trucs sur les pensées, le crâne de cristal qui est en fait le crâne d'un extraterrestre, mais en fait c'était les Incas. Et enfin bon, c'est les mecs avaient si les mecs avaient fait l'Atlantide où les pyramides ont été construites par les aliens, ce serait toujours plus crédible que ce qu'on a dans Indiana Jones 4. Alors que moi, j'ai les méchants ultimes, les nazis, jusqu'à la présence d'Hitler lui-même. Ça va, j'ai assez d'arguments là, ou je vous balance le reste, où je vous cite le film scène par scène. Oui, je suis vénère. Oui. On a remarqué. Ouais. Mais sinon, il y a quoi comme film d'aventure depuis 2008 qui est valable depuis dans l'industrie? Captain Sky et le monde de nos mains. Ah, Pirates des Caraïbes quand même. Hein?
Ouais, Pirates des Caraïbes, ça se défend. Ah ouais, ça se défend, ouais. Dans ceux depuis 2008 Benjamin Gates. Ouais. Bon, c'était avant, d'ailleurs, je pense. Ouais, je pense que c'est avant, tout ça. Parce que dans les années 2010, Jumanji, ça vaut pas, c'est pas le cas. Non mais David, c'est comme de demander à quelqu'un de citer un western après l'âge d'or des westerns, tu sais, genre à partir de 2008, qu'est-ce qui commence? C'est en 3 lettres, ça finit par U et ça commence par MC. Bien sûr qu'il y a plus de films d'aventure à partir de cette époque-là, tu vois, genre ça on peut pas le nier et je pense que s'ils sortent un Indiana Jones 5 un jour, je doute que ça se fasse au final, mais je pense que quand ils vont le sortir, on va tous être d'accord pour dire que c'est éclaté aussi. Il sort en 2019, je me souviens, c'était sur Sci Fantasy. Ah ouais, je me souviens aussi, ouais. Et puis Inhumans aussi, et puis New Mutants aussi. Ouais, j'adore ces films. C'est vraiment mes films préférés. Non, mais attends, il y a une date de tournage d'annoncer. Hein. Oui, mais ça fait 2 fois déjà qu'il la repousse et Indiana Jones, Harrison Ford, il a 71 ans. Enfin, je veux dire, il y a un moment, soit il passe le flambeau, ou soit ils le mettent en mode les aventures du jeune Indiana Jones. Et il a un eye patch, il est en fauteuil roulant, il a une jambe en fer et un canon à la place de la bite. Mais enfin, vous faites venir Robert Rodriguez, mais je sais pas. Enfin, c'est juste pas possible, quoi. Mais là, j'argumente contre un film qui existe pas, donc arrêtez de. J'essaye de te fatiguer pour la prochaine partie. Ah, d'accord, je vois bien. Toujours du côté de Manu, de toute façon. ça sort d'où, ça? Bon, balancez vos points, là, putain. Bon, Constance. Alors, je pense que face à la rage et à la passion qui habite Thibaut, je vais lui donner mon point. Ah, merci. Parce que j'ai envie de le voir flamboyer en finale. Ouais, puis tu dois vivre avec lui, non? Aussi, mais alors c'est pas ça qui va m'empêcher de ne pas lui donner de points si j'ai pas envie. Ah oui. Ok. Donc voilà, je lui donne mon point. César, t'as à qui donner? Moi, je veux bien vivre avec Thibaut aussi, ouais, si vous me posez la question. Je vais lui donner mes points. Je vais lui donner mon point parce que dans son ouragan d'arguments, il y avait quand même un certain nombre de choses vraies. Mais je lui adresse un petit avertissement parce qu'il en a dit beaucoup, et j'espère qu'il en a pour la suite. Si il connais pas Thibaut quand tu dis ça. Toi, t'as pas écouté le podcast Kenury. Ouais, parce que le podcast Kenury, j'ai forcé comme jamais. Hein. Thibaut, il peut refaire 2 podcasts dessus. Mais c'est là où je voulais en venir, c'est que justement, je suis prêt à entendre ça une fois, 2 fois, je sais pas. Donc ça dépendra de la validité des arguments et de l'ajout qui va l'opposer s'il va au final. Mais donc tout ça pour dire que pour le moment, j'adresse ma voix à Thibaut. Bon, moi je donne mon vote à Steven parce que Manu c'est mon fils préféré. Quel bâtard. Qu'est-ce que tu voulais? Donc allez, quel est l'organisme? Est-ce que c'est le comité olympique qui supervise les trucs là? Quel est l'organisme qui s'assure du bien fondé des arguments, des jurys? Parce que c'est moi, je suis tout à la fois. D'accord. Ok. Je sais comment tenir pour les prochaines fois. Allez, on va passer aux phases finales. Donc ça sera Manu, mon fils préféré, contre Thibaut l'autre. Et donc ça sera une bataille d'arguments jusqu'au bout. Et vous pouvez utiliser un joker, c'est-à-dire que vous pouvez faire un argument en rappant. Oh. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Thibaut, t'as la victoire, je pense. Non, mais arrête de te dénigrer. Oui, je fais rapper sur Indiana Jones. Attends, pas tout de suite. Il y aura... Pas tout de suite, attends, j'écris un truc. Vous ne le voyez pas, mais il a vraiment pris son stylo. Non, mais moi j'essaye même pas, hein. Je sais que c'est mort, quoi. Non, mais tu peux essayer quand même, t'es mon fils préféré, de toute façon t'auras le point. Bon, du coup, c'est à Manu de commencer. J'y vais ? Ouais, vas-y. Tu peux utiliser tout de suite le Joker. Je peux utiliser tout de suite le Joker, mais je vais pas le faire. D'accord. Non, mais du coup, je sens que t'as envie de perdre, mais bon, c'est pas grave, hein. Tu sais, perdre face à Thibaut, ça me fera jamais mal. Allez. Du coup, je voulais rebondir sur, c'était un de mes arguments que j'avais gardé pour la fin, le personnage de Marion, qui est pas présenté comme la femme totalement en détresse. Alors, on la retrouve
une ou deux fois accroché à un poteau et en même temps Indiana Jones aussi. Mais c'est un personnage qui est présenté comme une femme forte dès le début. On la voit, elle possède son bar au Népal. Elle étale les gens au jeu d'alcool. Quand elle est kidnappée, c'est pareil, elle tente de se libérer de cette façon. Elle est juste rattrapée parce qu'il y a d'autres mondes qui arrivent derrière. Et voilà, c'est pas juste un love interest posé comme ça. C'est un personnage qui a de la constance, qui est destiné, on le sait, qui est destiné à revenir par la suite. Et d'ailleurs, dans les aventures du jeune Indiana Jones, je pense qu'on doit la voir dans le passé, puisque ils ont déjà un passif avant ce premier film. Et ça va même jusqu'à esquiver la célèbre scène de sexe de Hollywood, puisqu'au moment où ils sont dans le bateau récupérés et que ils commencent à s'embrasser, c'est le moment où Indiana Jones va s'endormir et où du coup on va passer à la suite, quoi. Voilà, à toi Thibaut. Bah du coup, j'imagine qu'il faut que je rebondisse sur la question Elsa. Alors après, est-ce qu'on peut parler de love interest? Effectivement, ils sont dans une romance dans toute la première partie du film. Elsa, elle est aussi pas exactement un love interest tel qu'on les avait vus précédemment, en tout cas pas celui de Temple of Doom, pas Marion non plus, parce que c'est la Leia de Indiana Jones, mais à côté on sait que voilà, Han Solo a été voir ailleurs et Indiana Jones aussi. Il a un petit faible pour les grandes blondes, on l'aura compris. Son père aussi d'ailleurs. Au passage, c'est effectivement la scène la plus cringy de tout mon film, et je l'utilise maintenant contre moi avant que Manu me la sorte. Mais quand Alison Doody jouait Elsa, je sais pas, elle apporte un truc assez j'allais dire un peu ludique en fait dans leur jeu. Ils sont tous les deux elle essaye justement de surjouer la meuf indépendante comme lui surjoue le gros bonhomme, et je trouve que leur relation fonctionne assez bien. Et quand elle révèle alors je sais que maintenant ça a été parodié depuis dans OSS 117, mais quand elle révèle vraiment ses oripeaux de la haine et du chaos, pour citer Michel Hazanavicius, ou ses scénaristes en tout cas, y a un truc qui se passe, quoi. Du coup, on se dit, ah merde, en fait, ce perso est pas juste la nana blonde un peu jolie que Indiana Jones va draguer. Il y a un conflit d'intérêts, et elle est placée sans être au cœur de l'intrigue, parce qu'il faut pas, je vais pas en faire non plus d'elle l'héroïne du film. Mais il y a quelque chose qui est on parlait de Constance tout à l'heure, Constance au sens être constant, non pas notre cher jury, tout aussi admirable d'ailleurs. Mais effectivement, on est dans quelque chose qui va se développer au fur et à mesure du film, où ça va être d'abord la romance, forcément la scène de sexe, et puis ensuite on va avoir la trahison, et puis par la suite, il a une relation qui est presque un peu tendre avec elle, parce qu'il comprend. Et notamment, j'aime beaucoup cette scène où ils sont en Allemagne et quand il y a l'autodafé, et il lui attrape la gorge. Donc là, on est totalement dans le mal alpha, et il lui dit, il me suffit de serrer, et elle lui dit, il me suffit de pousser un cri, et en fait, il y a tous les nazis qui lui arrivent. Et du coup, ils le font pas. Il y a une sorte de respect entre les deux qui, je trouve, malgré les souvenirs que j'avais du personnage, m'ont un peu vendu la relation par rapport à ça. Et elle-même, tu vois, elle a d'autres ambitions pour le Graal, etc. Et ils finissent par entre guillemets se répondre, parce que quand elle finit par tomber en voulant l'attraper, Indiana Jones est lui aussi enivré de pouvoir, comme si c'était l'anneau unique, et veut faire comme elle. Donc derrière son image de c'est la blondasse du coin, Indiana Jones va la draguer, on s'en fout un peu. Je trouve qu'il y a un peu plus, et j'aime bien le perso. Alors après, on est totalement dans les archétypes hollywoodiens de la meuf qui utilise sa sexualité, qui a couché avec le daron. Enfin, on peut en parler en long, en large et en travers, mais je suis pas sûr que ça soit assez pour attaquer le film et dire que les Aventuriers de l'Arche perdue sont meilleurs. On parle de la meuf qui veut choper le Graal par vanité et qui du coup finit mal, quoi. Ouais, mais ils veulent tous choper le Graal par vanité. C'est ça qui est assez intéressant. C'est son père. Parce qu'ils comprennent qu'ils peuvent pas l'envoyer, mais il va quand même l'utiliser pour son père. Respect, tu vois. Ouais, je sais pas s'ils ont beaucoup de respect. Ils laissent ce pauvre chevalier tout seul dans le temple, alors qu'il devait lui-même maintenant protéger le Graal. Hein, ça fait 400 ans qu'il est là, le bonhomme. Il avait envie de boire une bière, faire un truc. Le gars, il est là depuis les croisades, donc ça aurait été quand même sympa de passer le relais. Bon, ça s'est pas fait, c'est pas grave. Ok. Alors Constance, qu'est-ce que t'en penses ?
c'est pas évident parce que bon, on le sait, hein, les personnages féminins globalement dans la saga Indiana Jones, c'est pas la folie. Je pense toutefois que Manu, pour le coup, a raison sur le personnage de Marion, et donc je vais donner mon point à Manu. Alors, tiens, César. Je me suis fait un peu le même discours que Thibaut en revoyant La Dernière Croisade ces derniers temps, en trouvant quand même pas mal de qualités au rôle d'Elsa. Et du coup, mon point va à Thibaut aussi parce que j'ai été déconnecté et j'ai pas entendu la moitié de discours de Manu. Ce qui est un très bon argument. C'est fair play. Steven. Moi, je pencherais plus du côté de Manu. J'ai une préférence pour le personnage de Marion, personnellement. Allez, tiens, Thibaut. Moi, je voulais parler de ce qu'on avait déjà un petit peu abordé, qui est les set pieces, et à quel point donc il y a 6 grandes scènes d'action dans Indiana Jones la dernière croisade, qui, moi, à mon sens, sont d'une énergie assez folle, que Steven Spielberg a pas retrouvé avant d'arriver à l'animation sur Tintin, qui est vraiment suit un peu le même modèle de grande aventure qui vole comme ça de scène d'action en scène d'action. Donc on commence par la scène d'action sur le train, donc première course poursuite sur le train avec la scène du cirque, qui est quand même assez amusant dans la façon dont qu'elle a de raconter certaines des origines de Indiana Jones, et aussi de créer tout simplement un truc assez fun avec les différents animaux qui vont être utilisés. À Venise, on a forcément la scène du bateau, donc là aussi course poursuite. Bon, d'abord au sein de l'église et des catacombes, où 2000 rats ont été enfantés pour la scène, puisque vous savez que les rats portent les maladies très rapidement, donc pour les besoins de la scène, ils avaient fait naître 2000 rats juste pour ça, et d'ailleurs ça se voit, du coup il y en a partout, et donc après les Indiana Jones fuient, ils finissent par le bateau. Alors le bateau, c'est un petit rappel au film de Manu, je pense, parce qu'il y a une question d'hélice sur la fin qui est assez marrante, sauf que cette fois le bonhomme passe pas dans l'hélice. Grande scène des Aventuriers de l'Arche perdue, mais que j'aime beaucoup aussi, celle de Venise. Donc avec le bateau qui va passer entre les 2 gros paquebots et tout, enfin quand même assez lourd. Scène je pense préférée avec celle du char, c'est celle de la moto, où on va avoir Indiana Jones Junior, Junior qui est en train de piloter, qui dézingue les Allemands, un rappel aussi à la chevalerie dans un film qui est sur le Graal. Enfin c'est vraiment pas bête, enfin je veux dire, les trucs sont pas juste à la Mission Impossible, ou en l'occurrence les 2 derniers films l'ont fait assez bien pour intégrer l'action et l'intrigue en même temps, mais genre on n'est pas sur du Fast and Furious où la scène en elle-même elle est cool mais elle veut rien dire. Je pense elle dit beaucoup sur la relation entre le père et le fils, quand lui il s'amuse quelque part à dézinguer ses nazis, quand l'autre tient son parapluie et sa valise et fait la gueule. Je trouve que cette scène elle est juste magistrale et hyper bien filmée. D'ailleurs, elle est référencée dans le Marvel Cinematic Universe dont on parlait tout à l'heure, puisqu'elle a été reprise par Joe Johnson dans First Avenger. Après, on va avoir la scène du Zeppelin et de l'avion, là aussi quand même assez extraordinaire. C'est tout à fait improbable de voyager par Zeppelin, c'est encore plus improbable de s'y échapper avec un biplan que Sean Connery va essayer de faire sauter dans cette scène complètement culte. Là aussi, une autre réplique, on a à 11h et il regarde sa montre et puis il dézingue l'arrière de l'avion en essayant de tirer dessus. Donc tu te dis bon, t'as quand même déjà bouffé 2 fois plus que ce que t'as aujourd'hui dans les blockbusters modernes, si je veux faire mon vieux con. Et on n'a pas fini, puisque on arrive sur peut-être la scène d'action ultime du film, puisque l'apparition d'un char du coup qui je crois un Mark IV ou un Mark V britannique retapé, mais là les nazis ont un char de la Première Guerre mondiale en plein désert, ce qui n'a absolument aucun sens mais qui est beaucoup trop cool pour ne pas être apprécié, d'autant qu'en fait ils vont vraiment jouer. La séquence devait être tournée sur 2 jours, finalement ils en ont bossé 10. C'est comme l'a rappelé tout à l'heure Steven, lui qui fait ses propres cascades, en tout cas à l'époque c'était encore lui, donc il va avoir plusieurs trucs qui sont tout simplement géniaux quand il se retrouve coincé sous le canon, quand il s'affronte avec et que l'Allemand voit le pilote ou l'artilleur regarde le combat avec le colonel à travers le périscope. Enfin, il joue vraiment avec le véhicule qui est pas juste là pour dire regardez on a un char. En plus c'est un vrai char, c'est quand même assez kiffant de voir tout ça évoluer. Il course aussi avec des chevaux et des petits camions, des petits 4x4 dans cette scène. Enfin elle est hyper généreuse dans tout ce qui se passe et
honnêtement, le blocking de Steven Spielberg, c'est sa principale qualité, mais il n'y a pas un seul plan où tu comprends pas ce qui se passe, alors que techniquement, t'as un char, des chevaux, des camions qui courent et des mecs qui sont en plein dans les montagnes pendant qu'une tronçonneuse m'attaque. Bref, et la dernière grande scène d'action où on va avoir du coup tout ce qui est temple piégé, et là aussi un hommage, et je veux dire un rappel au premier film de Manu. Je pense que de toute façon, pour moi, le 1 et le 3 sont les meilleurs, dans le sens où ils capturent vraiment l'essence Indiana Jones, et c'est une formule finalement assez simple. J'aime bien Temple of Doom parce qu'il essaye de faire autre chose, mais je pense que fondamentalement, à la fin, tout est question de scies cachés dans les murs, de marches sur lesquelles il ne faut pas marcher, et de pics cachés dans des fossés. Et je trouve que toute la scène où il a les 3 épreuves, enfin c'est hyper con, tu vois, que ça soit écrit dans la légende du Graal et tout, mais je trouve que ça marche hyper bien. C'est l'esprit Indiana Jones que d'intégrer ça là aussi dans l'obsession du père, et c'est le fils qui va marcher à sa place pour le sauver parce que bah voilà, il a une pauvre balle dans le ventre, ce bon Henry Jones senior. Et du coup, je trouve que en termes d'action, ce que t'as, c'est non-stop. Là, je viens de décrire littéralement tout le film, et du cirque au temple, on a quand même quelque chose d'assez balèze. Donc c'est ça qui je pense fait la puissance en fait de la dernière croisade, et je pense qu'ils avaient aussi envie d'en mettre plus, pas forcément pour dire c'était comme ça dans les aventuriers de l'Arche perdue, comme disait César tout à l'heure, mais aussi pour revenir à quelque chose de généreux, parce que en l'occurrence Temple of Doom est assez pauvre en set pieces. On a celle des petits chariots de la mine qui est tout simplement culte, mais à part ça, c'est pas non plus hyper enfin c'est pas forcément aussi généreux que peut l'être la dernière croisade. Et pour moi, c'est ça l'esprit du pulp, quoi. C'est tu lis l'intrigue légèrement à des scènes d'action et t'es complètement dedans, parce que le personnage est trop charismatique pour ne pas être kiffé. L'image du seul tank et de Indiana Jones qui le course à cheval, ok, c'est un rappel tu peux toujours te dire, ouais, mais tu l'as quelque part dans les aventuriers de l'Arche perdue, mais c'était un camion et c'était des nazis dans le désert. Bon, là, il y a toujours des nazis dans le désert, mais là, il y a encore plus de trucs, et on est limite dans un level, on est presque dans une sorte de proto Fury Road par rapport au nombre de véhicules et de figurants qui sont employés dans la scène. Donc, je pense que c'est le plus abouti en termes d'action. Et pour autant, il va pas sacrifier les moments des personnages, comme je disais tout à l'heure. Ils ont leurs répliques. Sean Connery, et quand il retrouve, j'ai perdu l'acteur qui joue Marcus Brody à l'intérieur du char, c'est hyper cool aussi. Ils ont aussi ce moment de camaraderie. Donc ces scènes-là font que, pour moi, le film il est beaucoup plus généreux et entier en fait que les aventuriers de l'Arche perdue. C'est un peu la version aboutie de l'Arche perdue. Je tire volontairement le trait, je veux pas être dans la mauvaise foi. Les deux films sont excellents pour moi, ça fait partie de mes préférés, mais je trouve que le troisième est au-dessus par rapport à cette générosité. Alors c'est Denol Magnot pour Marcus Merci Brody. Manu. Alors tu me facilites pas la tâche parce que j'adore ce film, et pour moi c'est une version bigger, badder, stronger de l'Arche perdue qu'est la dernière croisade. Je pourrais te dire que en faire trop, en faire beaucoup plus autant que y a, c'est en faire trop, mais ça serait probablement être un peu trop de mauvaise foi. Je pourrais te dire que j'ai oublié la plupart des scènes tellement il y en a, mais non, parce que à la rigueur, la scène du train du début, tu vois, je m'en souvenais plus, mais le sidecar, le Zeppelin ou les tanks, c'est des trucs qui m'ont quand même vachement marqué, tu vois, ça reste en tête, tout comme le temple à la fin. Du coup, là-dessus, tu me prends un peu à défaut, puisque c'est assez compliqué. Après, je reviendrai à l'essence du premier, puisque du coup, c'est l'essence pour que ça soit bigger, badder, le troisième, faut qu'il y ait quelque chose dans le premier. J'ai déjà parlé de la scène du temple au début, assez culte. On a la scène du Népal après, où on va découvrir Marion, et l'introduction d'Indiana Jones où on le voit en ombre sur le mur alors qu'il passe la porte, et derrière les nazis qui arrivent avec le général nazi qui arrive et qui enlève son manteau et qui sort un espèce de truc, t'as l'impression que c'est un nunchaku, au final ça se transforme en cintre pour poser son manteau. Je trouve ça trop stylé. Et derrière ça part en scène de fight pour trouver un artefact qui est littéralement posé sur une table du bar. Je trouve ça trop bien, tout prend feu, tout explose. Le méchant se retrouve avec la main brûlée, avec l'artefact justement, la trace de l'artefact qui sera réutilisé plus tard. Et après, là où je veux glisser, c'est sur le Caire et Tanis, là où il y a justement la récupération de l'Arche perdue. Le Caire, puisqu'on a une course-poursuite à pied dans la ville, enfin techniquement il suit après une voiture, mais la course avec tous les paniers que je trouve, où il transporte, voilà, toi-même tu vois, que je trouve assez stylé, et qui finit avec l'explosion du camion où on pense que Marion est morte, même si en tant que spectateur on sait que non. Et surtout
cette scène d'évasion avec l'arche, une fois qu'ils ont récupéré l'arche dans le temple, ça commence avec la fameuse scène de l'avion, et la fameuse scène de l'avion, elle est ultra culte. Cette baston de Indy sur l'avion pendant que Marion elle est enfermée à l'intérieur et qu'elle défonce tout à coups de mitraillette et qu'elle commence à tout faire péter et qui finit pendant que Indy il s'en prend plutôt pas mal dans la gueule par le gros boss, puisque c'est le boss de niveau à ce moment-là, avant qu'il finisse dans les hélices. Et ça s'enchaîne avec la scène du camion qui, je pense que c'est une de mes scènes préférées de toute la saga. C'est l'essence des courses-poursuites d'Indiana Jones au final, où il finit assez rapidement par rentrer dans le camion. Il se retrouve projeté, il se retrouve sur le capot, il passe en dessous le camion, il s'accroche avec son lasso, il remonte par derrière, il repasse dessus, il récupère le volant. Enfin, c'est hyper chorégraphié. C'est souvent refait, surtout dans le 4, où j'ai d'ailleurs vu ce matin, ils ont essayé de refaire la même scène et ça marche pas du tout. Mais pour moi c'est une des meilleures scènes d'Indiana Jones, et je te concède que le 3 a probablement de bien meilleures scènes au niveau chorégraphie, et ça a été encore plus travaillé, mais c'est là que ça a pris tout son sens pour moi, Indiana Jones. Voilà. Ok, Constance. On vous facilite pas, la tâche, je crois. Là, effectivement, vous avez su, je pense, souligner les qualités des nombreuses scènes d'action des deux films. Après, j'avoue que j'ai bien aimé les petites anecdotes Made in Republic, comme le fait qu'ils ont élevé exprès 2000 rats juste pour habiller, on va dire, un décor. Donc voilà, je donne mon point à Thibaut une nouvelle fois. Parce que ça, je le savais, et je suis à peu près sûr que c'est Thibaut qui me l'avait déjà dit. Ah bah oui, c'est possible. J'insiste beaucoup sur les anecdotes, c'est ma passion. Voilà. Et toi, David ? Sur le coup, je donnais un point à chacun, parce que. Moi aussi. Ah. Et donc, il nous manque Steven. Steven, ouais. C'est pas. C'est toi pas qui vas évident. départager, parce que, tu peux remettre l'égalité. Manu. Eh ben voilà. Si je dois argumenter, c'est parce que au niveau action, même si je suis d'accord, il y a sûrement un travail beaucoup plus propre et mieux fait dans le 3. Quand je pense action de Indiana Jones, moi ce qui me revient à l'esprit c'est le premier. C'est pas le troisième. Ce que je retiens du troisième, c'est Sean Connery, c'est la relation, nanana, mais pas l'action aussi soignée, aussi parfaite qu'elle soit. Ouais, moi c'est marrant, moi c'est le 2. Non, c'est vrai. Ok, ouais. juste un quick récap des points. Donc sur cette manche, ils sont à égalité, mais globalement, c'est Manu qui mène avec de 6-4. Ok. Allez, Manu. Est-ce qu'on part sur un final round du coup ? Ouais, c'est ce qu'on va faire. Ah, c'est un final round. Et ça vaut combien le Joker ? Bah, je pense que personne va le prendre, à moins que Thibaut se lance. Il s'est peut-être préparé, Thibaut. Ah bah c'est pas moi qui commence, hein, donc va falloir attendre les copains. Moi je sais que je l'utiliserai pas parce que je chante très mal et je ne sais pas du tout rapper, je suis désolé de vous décevoir. Non, je voulais parler d'un point. Tu sais qu'on aurait pu noter l'initiative et la prise de risque, hein, Manu. Ouais, je sais, mais il faut un minimum de talent d'écriture pour faire ça, et au niveau rap, je l'ai pas, tu vois. Est-ce qu'il faut présenter le beat en même temps ? Faut faire le beat. Non, c'est bon, j'avais le beat. Allez, je vous le passe, juste 30 secondes pour vous mettre dans l'ambiance, c'était ça. Allez. Yo. Dédicace à Marion Ravenwood. Ok, tu m'as chauffé là, je gratte des lignes, Il y a MC République qui est chaud pour la suite. Non, en plus, j'ai le malheur de quasiment être à court d'arguments. Je voulais parler de deux dernières choses. Une, c'est qu'on n'a pas du tout parlé de la musique de John Williams. Et alors là, par contre, ça sera valable pour tous les épisodes. Donc c'est pas un point qui va m'aller. Hein. C'est juste, je pense qu'il fallait le mentionner.
C'est une musique que je trouve incroyable. Même si en plus on sait que John Williams a des tendances, en plus d'être d'un plagiat, a des tendances à avoir des thèmes qui se recoupent un peu de film en film. Et je trouve qu'on trouve un peu de Star Wars et un peu de E.T. dans ce thème. Et je le trouve assez excellent. L'autre chose dont je voulais parler, c'est que l'autre côté d'Indiana Jones, qui est pas assez exploité dans l'ensemble de la filmographie, et on le voit un tout petit peu au début du film, de la filmographie, dans l'ensemble de la saga, c'est son côté professeur. Et son côté professeur, j'ai l'impression que c'est un tout autre personnage, et il me donne envie de voir une autre saga de films sur lui, ou je sais pas, la prélogie, quoi, un truc chiant, quoi. Ouais, la prélogie. Alors, j'ai pas vu les aventures du Indiana Jones, je sais pas ce qui se passe, si à un moment il est prof ou pas dedans. Je pense qu'il est justement plus jeune, donc non. Mais ce côté professeur, hyper sérieux, hyper dans son truc, qu'on retrouve un petit peu dans le 4, mais en bien moins fait que dans le premier. Avec du coup toutes les étudiantes qui sont là pour ses beaux yeux, mais il arrive à captiver sa salle dans tous les cas. C'est quelque chose qui me passionne assez et que j'aurais envie de voir un peu plus. Et voilà, je vais m'arrêter là et j'attends le rap de République impatiemment. Je suis impatient de se perdre cette manche rien que pour ça. Non, mais moi je vais répondre quand même un petit peu à tes arguments parce que c'est trop facile tu vois, t'as apporté t'as parlé du côté professeur, et je pense que ce qui est super intéressant malgré tout dans la dernière croisade, c'est que on a ce côté-là, il y a une sorte de rappel du premier film où on va le voir professeur, mais j'aime beaucoup cet enchaînement de l'ouverture qui est sur sa jeunesse. Il y a d'ailleurs quelque chose dont j'ai pas parlé auparavant, mais un truc que j'aime vraiment vraiment beaucoup dans le film et qui dans mes souvenirs n'est pas aussi présent dans les autres, c'est le travail sur les transitions. Donc en fait, quand Fedora, parce que le personnage s'appelle comme ça, va justement mettre sur son chapeau sur le visage du jeune Indiana Jones, et qu'il se relève et qu'il est face à ce mec qui a récupéré la croix de ce bon merde, j'ai perdu le nom, Corcomado, du coup on va le retrouver sur ce bateau, et puis donc ensuite on va le retrouver enfin dans entre guillemets ce qui est censé être son quotidien à l'université, avec tous les élèves et tous les copies qu'il a en retard, et donc du coup littéralement l'intrigue démarre parce qu'il s'échappe de son bureau parce qu'il veut pas corriger ces copies là et tout. Ça en dit vachement sur ce personnage là par rapport à ce que t'as déjà vu dans le flashback, où son père lui accorde pas d'importance, lui qui est un rat de bibliothèque et qui continue d'observer, de travailler sur le Graal. D'ailleurs, on voit pas du tout le visage de Sean Connery à ce moment-là, et on va le voir et on verra le personnage de manière plus totale ensuite, et on va voir que les deux se complètent, et que il y a une sorte de discours assez intéressant là-dessus si tu tiens un peu le fil, c'est que tu peux vouloir être professeur, mais tant que t'es pas sur le terrain, tant que tu vis pas les choses, il y a aussi une forme au final, les gens qui sont fascinés par le Graal, c'est les mecs qui se salissent jamais les mains, quoi. Donc ce bon Donovan, il est en costard cravate, il est friqué, et il demande aux gens, même s'ils sont nazis, d'aller lui récupérer des trucs parce qu'il est fasciné par la vie éternelle, mais c'est à peu près tout. Et je pense que du coup, c'est ça qui est charmant en fait dans la dernière croisade. Il y a quasiment un dialogue sur ça dans le 4 d'ailleurs. Quand ils arrivent en moto dans la bibliothèque, dans la librairie, il y a un dialogue là-dessus où il leur dit de sortir en gros à ses étudiants et d'aller vivre leur truc, quoi. Et j'aime bien cette idée-là, et pour moi Indiana Jones, je sais que ça serait intéressant d'explorer peut-être un peu plus ce côté-là, mais ça sonne pour moi comme une fausse bonne idée. Tu sais, c'est comme s'il nous disait finalement le 5 il est pas du tout dans l'action, il est juste dans un truc. Bon, on se dirait OK, il est vieux, mais je sais pas si c'est vraiment l'essence du personnage. Il a un côté un peu espiègle, et c'est son père qui représente le côté académique, et c'est quand ils sont ensemble qu'ils arrivent à triompher du mal absolu. C'est lui, Sean Connery lui-même qui a cette réplique-là. Et du coup je trouve ça super intéressant sur ce que ça dit de l'archéologie, et je pense que Indiana Jones a créé pas mal de vocations, donc je suis pas sûr que le côté professeur soit absent. Après il y a la scène du I love you sur les paupières qui est absolument cool, tu vois, et ça je peux pas le nier, Manu, mais voilà, c'est vrai que ça aussi j'aime bien dans Indiana Jones 3, c'est qu'il y a une générosité aussi dans les choses à dire. On a parlé du côté de l'obsession pour la religion, les artefacts, le nazisme, le fait que les livres sont brûlés aussi, c'est assez marquant et récurrent en sous-texte dans les dialogues du film. Et je pense que c'est important du coup effectivement de souligner qu'il y a aussi ce côté un peu professeur dans le troisième.
D'autant qu'il y a beaucoup de jeux sur le fait que quand on les appelle Professeur Jones, ils répondent tous les deux, puisque c'est junior et senior. Mais bref. Et pour terminer mon argument, je vais demander DJ, est-ce que tu peux lancer le beat? Alors j'espère qu'on va être sur un je vous préviens, on va être sur un beat assez lourd. On va être sur des paroles et une exécution digne du rap de Christophe Barbier. Donc j'espère que vous êtes chaud, mettez vos écharpes rouges et vos fedoras. C'est parti. Dédicace à Henry Jones Senior. Lourd. Ça se passe à fond. Il n'aime pas les nazis. Ouais, ses aventures sont aussi chaudes que de l'ecstasy. Ouais, cette fois il part chercher le Graal. Wow, avec un seul flingue, une seule balle, il fait 3 trous de balle. Des nazis sont morts sur ce char d'assaut. Wow, grâce à toi. Yeah, Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Sans doute le meilleur film de toute la saga. Mais c'est aussi grâce à Steven Spielberg et George Lucas. Oui, gare à toi si Indiana tu ne l'appelles pas. Car si tu dis Junior, oh, des cadeaux il n'en fera pas. Yeah, MC Jones, en direct de l'année 1944. RIP Adolphe. Posé, bien chaud comme un nazi qui touche l'arche du Covenant. Seul le pénitent le passe, toi-même tu le sais. Ouais. J'arrête là. J'aimerais bien lâcher mon micro, mais écoute, c'est cher. Donc je vais juste faire un bruit avec ma main. Voilà, c'est bon. Je sais pas si vous l'avez entendu. Ah, bravo. 100% improvisé. Non, il y a quelques notes sur mon carnet. Le bien chaud comme un nazi qui touche l'arche. J'étais... Ah, voilà. J'espère que vous avez aimé mon rap de Yankee. Totalement improvisé. Bah, je pense qu'on part sur une petite victoire de la musique, là. Ouais, je pense aussi. On ne peut pas ne pas saluer l'effort. Ah non, mais moi aussi, je te donne un point. Hein. Ah, merci Manu, ça me fait plaisir que tu sois là. Donc on va se laisser là. Donc je vous remercie de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode. Allez, à plus. Bisous les gens. Ciao. Dédicace à Henry Jones Senior. Lourd. Ça se passe à fond. Il n'aime pas les nazis. Ouais, ses aventures sont aussi chaudes que de l'ecstasy. Ouais, cette fois il part chercher le Graal. Wow, avec un seul flingue, une seule balle, il fait 3 trous de balle. Des nazis sont morts sur ce char d'assaut. Wow, grâce à toi. Yeah, Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Sans doute le meilleur film de toute la saga. Mais c'est aussi grâce à Steven Spielberg et George Lucas. Oui, gare à toi si Indiana tu ne l'appelles pas. Car si tu dis Junior, oh, des cadeaux il n'en fera pas. Yeah, MC Jones, en direct de l'année 1944. RIP Adolphe. Posé, bien chaud comme un nazi qui touche l'arche du Covenant. Seul le pénitent le passe, toi-même tu le sais.